Excuse me, Cécile. Mesdames et messieurs, bonjour, chers participants. Désolée, j'avais oublié de rebrancher mon microphone. J'ai l'honneur d'ouvrir aujourd'hui ce 4e webinaire qui est organisé par l'Alliance solaire internationale en partenariat avec l'Institut national de l'énergie solaire français et le Centre de test de systèmes solaires du Sénégal. Ce webinaire portera sur le solaire photovoltaïque, ses composants et marchés. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de capacité StarSea développé par l'Alliance solaire internationale et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, qui vise à soutenir les pays membres pour accélérer le déploiement de l'énergie solaire dans le monde. Les futurs webinaires StarSea incluront également des panels de discussion et seront assurés par un certain nombre de nos partenaires, tels que le Laboratoire national d'énergie renouvelable américain, NREL, le Conseil pour l'énergie, l'environnement et l'eau, CW indien, l'Agence internationale des énergies renouvelables, IRENA, ou encore l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, l'ONUDI. Seront entre autres couverts les thématiques suivantes: la mise en place de politiques publiques favorables à l'énergie solaire, les systèmes non connectés au réseau off-grid, donc, l'utilisation de la technologie solaire dans les petites îles en développement, ou encore le financement de la transition énergétique. J'aimerais à présent vous présenter nos deux super formateurs, Monsieur Francis Domain, expert solaire photovoltaïque à l'Institut national de l'énergie solaire, basé en France donc, et Monsieur Fadel Kébé, consultant senior en énergie renouvelable et président du centre de test des systèmes solaires basé au Sénégal. Ils vont aujourd'hui vous faire une présentation dynamique à 2 voix et nous vous invitons vraiment à poser vos questions par écrit au fur et à mesure de la présentation, car les formateurs se proposent en effet d'y répondre au fil de l'eau. Donc c'est vrai que la dernière fois, lors du dernier webinaire, par exemple, si certains d'entre vous étaient déjà là, quelques personnes ont posé des questions peut-être un petit peu trop tard lors du webinaire et du coup, nous n'avons pas pu y répondre. Donc, nous en sommes désolés. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions vraiment au fur et à mesure de la présentation et nous stopperons la présentation à ce moment-là pour pouvoir y répondre. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à nos formateurs. Je vous remercie. Bonjour, je suis Francis Domain. Voilà, j'ai bien enlevé mon micro, donc ça marche. J'espère avoir confirmation, mais a priori tout se passe bien. Donc merci Cécile pour cette introduction, pour cette deuxième webinaire en ce qui nous concerne nous en français. Donc je vais poursuivre. Bon, faut que je revienne. Voilà, ça y est. Donc, le webinaire 1, nous avons vu la problématique énergétique et la ressource solaire. Cette fois-ci, nous allons avoir une introduction au photovoltaïque avec le fonctionnement des cellules, des modules photovoltaïques. Et ensuite, nous allons voir le marché du photovoltaïque. Cette introduction au photovoltaïque va nous servir pour le 3e webinaire qui est prévu prochainement, où nous allons voir les différentes applications, un petit peu comment est-ce qu'on préétude. Il y aura un cas d'étude à ce sujet. Donc, sans plus attendre, continuons ce webinaire avec cette introduction au photovoltaïque. Alors, photovoltaïque, donc étymologiquement, photo, c'est la lumière, voltaïque, c'est l'électricité. Donc, en fait, c'est comment produire directement de l'électricité à partir de la lumière. Et la principale source de lumière que nous avons, c'est celle du Soleil, qui est encore inépuisable pour un certain nombre de milliards d'années et que l'on a à foison, comme on a vu lors du premier webinaire. Alors, l'énergie solaire photovoltaïque existe déjà depuis un certain nombre d'années et les premières applications datent de 1958, 57, 58,
avec des premières applications dans le domaine de l'espace. Ensuite, vers les années 1975, il y a une application nouvelle qui est apparue, où le photovoltaïque se prête tout à fait, c'est le off-grid, c'est-à-dire le site isolé, où il y a des difficultés pour avoir de l'énergie solaire. Donc là, on voit qu'il y a à nouveau une augmentation du marché de façon importante. Puis enfin, depuis 1995, il y a un redémarrage du marché du photovoltaïque au niveau de la planète. Alors, sur tout ce qui est on-grid, c'est-à-dire tout ce qui est photovoltaïque connecté au réseau. On reviendra un petit peu plus tard exactement ce que ça veut dire. Et le développement de ce photovoltaïque à partir des années 1995 est principalement dû à des programmes de toits solaires, de développement de toits solaires, au début principalement au Japon et aussi beaucoup en Allemagne, et après dans beaucoup de pays. Alors, donc, première application en 1958 dans un satellite artificiel américain, tout petit. Bon. Ensuite, en 1963, première application terrestre d'un cellule ou module photovoltaïque dans un phare au Japon, avec une puissance relativement faible. Donc, 1963, c'est la première année où il y a le développement de modules photovoltaïques et la production industrielle de modules photovoltaïques. Donc, c'est quand même un composant qu'on connaît déjà depuis pas mal d'années. Ensuite, donc, des applications depuis 1973 sur des maisons solaires, d'abord expérimentales, comme on peut voir là aux États-Unis. Ensuite, première installation photovoltaïque reliée au réseau en France en 1992 avec à peine 1 kW crête pour une somme de 100 000 francs, ou si on traduit, ça fait 15 € par watt crête. À savoir que maintenant en France, pour ce même type d'installation, on serait aux alentours de 3 € par watt crête, voire moins. Donc il y a une diminution depuis 1992 d'un coût d'un rapport 5. Et cette diminution des coûts continue encore, ce qui fait que l'électricité photovoltaïque est toujours de plus en plus rentable par rapport aux autres énergies. On reviendra sur ce point. Donc ça, c'était pour une petite installation. En 2015, une grande centrale au sol en France de 300 MW crête. Donc si je reviens au coût, on est à moins d'1 € par watt crête. Donc on voit qu'aussi en fonction de la taille, le coût du photovoltaïque est de moins en moins cher. Alors le principe de fonctionnement du photovoltaïque, c'est pas forcément très facile à expliquer, ça peut demander pas mal de temps. Je vais juste décrire en fait que une cellule photovoltaïque, c'est ce qu'on appelle une jonction, c'est-à-dire une diode. Donc c'est une jonction PN, c'est-à-dire du silicium qui est dopé P avec des particules positives et d'autres N avec des particules négatives, ce qui crée qu'on crée une différence de potentiel à l'intérieur d'un composant électronique. Lorsqu'on met ce composant électronique qu'on appelle une diode, où on a s'arrangé pour augmenter sa surface, donc lorsqu'on le soumet sous l'effet de la lumière, les photons de la lumière viennent déloger des électrons dans la structure de la diode, qui est en matériau silicium. Ces électrons deviennent libres dans le matériau et vont donc se diriger pour les électrons dans la partie P et pour les électrons dans la partie N, ce qui permet de sélectionner, enfin de diriger les électrons et les trous, ce qui permet en fait de récupérer des charges donc négatives et positives et de les faire passer à travers la résistance comme c'est marqué ici sur notre composant. À savoir que si on ne consomme pas le courant est consommé à l'intérieur de la diode. Donc on a 0,6 volts lorsque la cellule photovoltaïque fonctionne et autoconsomme son courant. Lorsqu'elle délivre un courant pour une application extérieure, on a de l'ordre de 0,5 volts au bord de notre cellule. Donc c'est ce que j'ai mis en conclusion ici. Une cellule photovoltaïque génère une tension de l'ordre de 0,5 volts en ordre de fonctionnement et crée un courant d'à peu près 20 mA par centimètre carré en plein soleil. Donc tout ça, c'est pour la technologie silicium cristalline. Slide suivant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie que j'ai présentée jusque-là. S'il n'y a pas de questions, je te passe la main, Fadel. Oui, merci beaucoup, Francis. Bonjour à tout le monde. Voilà, après cette introduction sur l'effet photovoltaïque, l'effet photoélectrique, je m'avais continué en fait dans la même lignée que Francis pour dire que en fait
pour qu'un système solaire photovoltaïque puisse fonctionner, il va falloir, quel que soit le système, considérer que nous avons en fait un ensemble. C'est pourquoi on parle même de système solaire photovoltaïque. Alors, grosso modo, on aura 4 sous-systèmes qui vont concerner les différents composants qui constituent donc le système solaire photovoltaïque. Nous avons le système donc de captage qui est composé de panneaux solaires photovoltaïques et qui va travailler sur l'effet que vient de décrire Francis, à savoir l'effet photovoltaïque, c'est-à-dire que c'est lui qui va récupérer l'énergie en fait provenant du soleil, va le transformer en électricité. Alors, vous êtes sans savoir qu'un système solaire photovoltaïque, l'effet photovoltaïque qu'on vient de décrire, ne fonctionne que la journée. Ça veut dire que votre panneau solaire photovoltaïque, quand vous l'installez, vous ne pouvez avoir l'énergie que dans la journée. Et souvent, nous avons des besoins énergétiques qui sont le soir, par exemple, à l'intérieur des maisons. Et donc, il va falloir considérer, surtout pour les systèmes qui nous concernent, les systèmes donc isolés, un système de stockage. Alors, quand on parle de stockage ici, de stockage d'électricité, on parle de batterie. Et donc, on aura donc un deuxième sous-système qu'on appelle le système donc, de stockage qui va être considéré de batterie. On y reviendra un peu plus tard. Et en plus, il faut aussi connaître, il faut savoir aussi qu'un système solaire photovoltaïque, un champ photovoltaïque, quel que soit le champ que vous mettez en place, le courant qui sort, c'est un courant continu. Et donc, il va falloir dans nos systèmes pour pouvoir faire marcher des besoins ou des charges qui fonctionnent, disons, en courant alternatif, avoir un dispositif qu'on appelle des systèmes de conditionnement d'énergie. Alors, quand on dit conditionnement d'énergie, il y a plusieurs en fait, types de conditionnement d'énergie. L'un des plus effectivement célèbres qu'on utilise, c'est par exemple un onduleur qui nous permet de pouvoir convertir l'énergie en fait continue pour le mettre en énergie alternative. Mais on peut aussi avoir des convertisseurs continus, comme par exemple dans le cadre des villages où nous avons des batteries à 12 volts et nous pouvons faire fonctionner des téléphones portables à 5 volts. Ensuite, il y a un ensemble, disons, d'éléments qu'on appelle des câbles de distribution, parce que tout ça, il faut les mettre, disons, connectés, et pour qu'on puisse, disons, faire transiter l'énergie entre ces différents composants. Il y a juste quelque chose que je voulais mentionner. Quand on travaille en courant continu, en solaire photovoltaïque, il faut comprendre que les tensions sont aux alentours de 12, 24 et 48 volts. Ce qui fait que les courants qui vont transiter dans les câbles vont être des courants très élevés. Et donc, dans le système de solaire photovoltaïque, il va falloir considérer, plus tard, on y parlera, donc vraiment des abacs ou dimensionner donc les câbles. Et en dernier lieu, ce système en fait qui nous permet de dimensionner, c'est la consommation. Et la consommation, c'est l'ensemble, disons, des besoins qui peuvent être, disons, une télévision et autres. Parfois, on peut travailler sur des systèmes qu'on appelle des systèmes batterie, solaire batterie seule, mais parfois aussi, on a la possibilité d'y ajouter d'autres types de sources d'énergie qu'on appelle un groupe qui peut être un groupe électrogène, qui peut être une éolienne, et dans ce cas, on a des systèmes hybrides. Tu parlais de l'avant, Francis? OK. Alors, si maintenant on s'intéresse à ce système qu'on appelle le système de captage, il faut savoir que ce système de captage, on appelle ça des panneaux solaires photovoltaïques. Alors, ce sont ces panneaux solaires photovoltaïques qui vont être construits à partir d'un matériau qu'on appelle des semi-conducteurs. Maintenant, il faut dire que la technologie la plus présente, on appelle la technologie en fait cristalline, qui est 93% du marché. Maintenant, suivant donc le niveau de traitement donc, de ce semi-conducteur qui est en fait, disons, le silicium cristallin, on peut avoir, disons, un certain niveau de pureté qui nous donne des produits en fait finis qui sont souvent soit ce qu'on appelle des systèmes donc monocristallins, à savoir une certaine homogénéité donc de la cellule photovoltaïque, ou bien des systèmes polycristallins comme ce que vous voyez donc au niveau de l'image. On a aussi une troisième technologie qu'on appelle la technologie amorphe, en fait qui est aussi une technologie donc de silicium, mais avec des rendements donc moins élevés que les deux principales. Donc le tableau que vous voyez ici résume un peu l'ensemble de ces technologies qui finalement vont être, disons, notre marché solaire photovoltaïque. Et donc quand on voudra en fait installer un système solaire photovoltaïque pour produire de l'énergie, soit on va s'intéresser à aller chercher la technologie de silicium monocristallin, et quand on voit en fait théoriquement on a un rendement donc de 27%, et puis c'est 14 à 16% du marché. Si on a donc des silicium polycristallins, vous voyez, c'est un peu moins faible en termes donc, de rendement, avec disons toujours un marché qui est entre 14 et 16%, et le monocristallin qui est utilisé pour des faibles, disons,
consommation comme des calculateurs et autres. Donc, c'est encore, disons, un rendement moins élevé. Donc, voilà, en fait, Francis, je pense que je peux te donner la main encore. OK. Pour finalement nous dire comment ça marche, comment aujourd'hui la cellule photovoltaïque ou bien le silicium va pouvoir interagir avec la ressource solaire selon ce phénomène que tu as décrit avant, qui est le photovoltaïque, pour pouvoir faire fonctionner, récupérer l'énergie provenant du soleil et pour en fait le transformer en électricité. Voilà. Il manque les images là. Bon. Reviens un peu en arrière parce qu'effectivement il manque des images. Allez-y, vas-y. Là, j'avance, il manque les images. Vas-y, mais je pense que tu peux commenter derrière. Ouais, j'ai quand même commenté. Bon, alors, pour ce qui est des cellules et des modules photovoltaïques, donc en fait, les cellules et les modules photovoltaïques sont composés de certains matériaux, et en fonction de ce matériau, la courbe de réponse est différente en fonction de la lumière reçue. Et d'un autre côté, le spectre solaire dépend aussi de l'épaisseur d'atmosphère. Donc d'un côté, on a un courbe de réponse des modules qui est variable en fonction des matériaux utilisés. Et d'un autre côté, on a le spectre solaire qui dépend des conditions atmosphériques. Ce qui fait qu'en final, en fait, c'est assez difficile de caractériser les cellules et les modules photovoltaïques. Donc, en fait, pour décrire ou caractériser les cellules et les modules photovoltaïques, on les décrit dans les conditions STC. Alors, STC, c'est pour Standard Test Condition, qui sont en fait des conditions d'un éclairement de 1000 watts par mètre carré, un spectre solaire AM 1.5, c'est-à-dire des rayons du soleil qui traversent 1,5 épaisseur d'atmosphère, et une température de 25 degrés. Alors, ici, j'ai un slide sur la fabrication des cellules silicium cristallin. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai plus les images, elles ont disparu. Donc, à mon avis, il faut qu'on regarde ce qui se passe parce qu'on risque de ne pas avoir des images. Et ça serait dommage quand même parce que je ne sais pas ce qui se passe. Essayez de défiler pour les autres transparents. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le PowerPoint et je vais revenir sur le PowerPoint. Je suis désolé de cette... Nous, on le voit. Hein. Vous voyez les images? Oui, oui. Moi, je ne les vois pas sur mon PowerPoint. C'est comme moi, je ne vois pas les images aussi. Ah. Alors... Essayez de le repartager du coup. Je vais quitter le partage et je vais revenir au partage. Diaporama, PowerPoint. Bon. Ça?
Allô? Allô? Francis? Là, je pense que c'est bon maintenant. Francis? Voilà. Oui, Là, ça y est, je suis revenu, le temps de remettre la caméra et le micro. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai un problème avec le PowerPoint que l'on a modifié hier avec nos mises à jour. Donc, j'ai repris celui d'avant. Donc, il y aura quelques slides qui auront changé. Donc, on va improviser avec ces nouveaux slides. OK, Fadel? Oui, c'est bon, ça marche pour moi. Voilà. Donc, je poursuis là où on s'était arrêté précédemment, avec ici donc la fabrication des cellules et des modules en silicium donc cristallin, où en fait au début on prend du silicium. Le silicium c'est du sable en fait qui est raffiné. Ensuite, ce silicium, une fois qu'il est raffiné et purifié, on tire des lingots, on fait des barreaux de silicium que l'on scie en slides, c'est-à-dire en petites plaquettes. Ensuite, ces plaquettes sont traitées avec du phosphore et du bore pour créer la cellule photovoltaïque, donc la diode, qui devient en fait une cellule. Ensuite, on fait un étamage et une sérigraphie, ce qui permet de produire la cellule photovoltaïque. Puis ensuite, on l'encapsule entre du verre, du EVA et du TEDLA, ce qui permet, et ensuite il y a un encadrement en aluminium, ce qui permet de créer le module photovoltaïque. Donc ça, c'est le composant que l'on achète dans le commerce ou chez différents revendeurs. Donc pour créer un module photovoltaïque, en fait, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de matériaux, beaucoup de manipulation, ce qui fait que ça a coûté relativement cher à faire toutes ces manipulations. Ce qui fait que pendant longtemps, en fait, l'énergie photovoltaïque était une énergie chère parce que les composants sont chers. Bon, maintenant, ils sont fabriqués avec tellement comment dire, en quantité tellement grande que le coût est devenu vraiment bon marché, voire très bon marché. Ce qui fait qu'en fait, en final, on commence à avoir une énergie photovoltaïque avec un coût intéressant. Alors, bon. Ça. Alors, donc, les modules photovoltaïques, en fait, sont composés d'un certain nombre de cellules en série. Typiquement, c'était 36 cellules en série pour faire ce qu'on appelle des modules 12 volts pour charger des batteries de 12 volts. De plus en plus, on n'utilise pas de batterie, mais on utilise des modules photovoltaïques que l'on met en série, connectés à des onduleurs. Il n'y a plus cette contrainte de charger les batteries de 12 volts, donc de plus en plus, maintenant, on a des modules qui font 48, 54, 60 et 72 cellules et même plus. Donc le grand standard actuellement, c'est vraiment des modules qui ont 60 ou 72 cellules en série. Donc, les cellules sont montées en série pour faire des modules. Ensuite, les modules photovoltaïques sont montés en série pour augmenter la tension, puisque plus on est haut en tension, moins il y a de pertes dans les résistances diverses des câbles. Et si on veut encore augmenter la puissance, parce qu'on est limité en tension à l'entrée des onduleurs, on met des strings, c'est-à-dire des chaînes de modules en série en parallèle pour créer ce qu'on appelle un champ photovoltaïque. Alors, ensuite, donc, pour ce qui est de la caractérisation d'un module photovoltaïque. Un module photovoltaïque, en fait, d'abord est caractérisé, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les conditions STC sous 1000 watts par mètre carré, un spectre solaire AM 1.5 à une température de 25 degrés. Dans ces conditions-là, en fait, le module photovoltaïque délivre une tension et un courant. Alors, cette tension et ce courant dépendent de la charge que l'on place aux bornes du module photovoltaïque. Si on met un circuit ouvert, c'est-à-dire si le module est branché sur rien du tout, on a une tension à vide et un courant qui est nul. Lorsqu'on diminue l'impédance, et on peut aller jusqu'à une impédance de 0, si l'impédance est nulle, là on met notre module en court-circuit, donc la tension devient nulle et le courant est au maximum. De façon intermédiaire, si on met une résistance, le courant augmente, la tension est à peu près constante au début, puis ensuite le courant va devenir stable et la tension va diminuer. Lorsqu'on fait le produit UI, donc la puissance P égale UI, on voit qu'en fait, lorsque l'on est en circuit ouvert, la puissance est nulle. Lorsqu'on met une impédance, le courant augmente, donc la puissance augmente. Puis ensuite, c'est la tension qui diminue, donc la puissance va passer par un maximum.
Puis ensuite, quand le courant diminue, ben, en fait, la puissance va redescendre pour devenir nulle lorsqu'on est en court-circuit. Alors, on a un point où la puissance est maximum lorsqu'on est sous 1000 watts par mètre carré. C'est ce qu'on appelle la puissance crête. Donc, la puissance crête est définie sous 1000 watts par mètre carré. Et le spectre solaire à M1.5 a une température de 25 degrés. Donc, la puissance crête, c'est la puissance électrique délivrée sous 1000 watts par mètre carré. Alors, ce que l'on voit déjà en premier, c'est que, en fait, en fonction de l'irradiance, si on a différentes irradiances, ben on va avoir des courbes différentes et notre point de puissance maximum va changer. Donc, il va falloir ce qu'on appelle un système MPPT pour suivre le point où la puissance est maximum aux bornes du module photovoltaïque. Donc, les principales caractéristiques de notre module, c'est la puissance crête, donc en watts crête. Il y a la tension à vide, le courant de court-circuit, la tension typique lorsqu'on est au point de puissance maximum et le courant typique aussi à ce même point. Voilà. Donc, lorsqu'on achète un module, on a toujours les caractéristiques à 1000 watts par mètre carré. Alors, la relation entre la puissance crête et le rendement, c'est la surface que multiplie le rendement, que multiplie 1000 pour la puissance crête. Je vais passer ça qu'on n'avait peut-être pas prévu de voir. Bon, celui-ci, c'est juste pour indiquer qu'en fait, la puissance délivrée par un module photovoltaïque est fonction linéaire de l'irradiance. Donc, si l'irradiance est plus ou moins élevée, on aura plus ou moins de puissance en sortie du module photovoltaïque. Donc, si on a un module de 100 watts crête, c'est sous une irradiance de 1000 watts par mètre carré. Si on a 500 watts par mètre carré, notre module va produire 2 fois moins, donc 500 watts électriques. Si on cumule ça sur une heure, notre module de 100 watts crête, s'il est sous 1000 watts par mètre carré pendant une heure, et ben, il va produire 100 watts-heure. Donc, si on a une journée de 2 kWh, on va produire pendant 2 heures à 1 kW 100 watts. Donc, ça permet de cumuler dans le temps l'énergie que peut produire un module photovoltaïque. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette formule. Ça, on va passer. L'influence aussi de la température sur la production d'un module photovoltaïque. Donc, en fait, ce que l'on voit sur ce graphe, en fait, c'est que plus la température est élevée, plus la tension aux bornes du module décroît de 24 à 18 volts, en passant de 0 à 60 degrés. Donc, en fait, un module photovoltaïque, plus il va fonctionner à une température élevée, et ça va être normal lorsqu'il est sous le rayon du soleil, sa température va augmenter, et ben, il va produire moins que sa puissance crête qui est donnée pour 25 degrés. Donc, il existe un coefficient sur la puissance de diminution de la production électrique en fonction de l'écart en degrés par rapport à 25 degrés. Francis? Oui? Oui, avant que tu ailles beaucoup plus loin, je pense qu'on vient d'avoir donc une question extrêmement intéressante et concerne en fait les conditions STC, donc les conditions standards de test, parce que finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que les fabricants nous fournissent les caractéristiques techniques de leurs panneaux solaires photovoltaïques dans ces conditions STC, à savoir 1000 watts par mètre carré de puissance, et une AMM égale à 1,5, une température de 25 degrés. Et si vous regardez par exemple le cas de l'Afrique, ben, pratiquement, finalement, un panneau solaire photovoltaïque ne fonctionne pas dans des conditions STC. Est-ce qu'il va y avoir des impacts sur le fonctionnement du système finalement? Alors, les impacts, effectivement, c'est que par rapport à la puissance crête qui a été donnée, la plupart du temps, on va fonctionner avec moins de puissance électrique délivrée que ce qu'on attend, puisqu'on a rarement 1000 watts par mètre carré, on a souvent moins que 1000 watts par mètre carré. Parfois plus, mais souvent moins. Et l'autre effet, c'est que, en fait, du fait de la température, les modules photovoltaïques vont souvent monter au-delà de 50, 60 ou 70 degrés. Donc, en fait, on va avoir une perte de quelques 5, 10, 15% par rapport à la puissance crête, ce qu'aurait dû produire le module. Donc, en fait, toutes ces pertes électriques de fonctionnement et d'élévation de température sont incluses dans ce qu'on appelle le performance ratio. Ok. Voilà. Qui est, alors, pour nous en France, il est entre moins 15 et moins 20, c'est-à-dire on a un performance ratio qui vaut
de 0,85 à 0,75. Voilà. Je reviendrai plus tard là-dessus, notamment dans le webinaire 3, où là, on ira un petit peu plus loin dans la partie dimensionnement. Ces pertes, ils sont à prendre en compte, soit pour le calcul de la production d'une installation photovoltaïque connectée au réseau, soit sur le calcul du dimensionnement pour un système en site isolé, où il faut prendre en compte qu'en fait, on produira moins que ce qui est prévu. Donc, surdimensionner le système en conséquence. C'était dans ce sens-là que la question était posée? Oui, c'est ça, c'est bien. C'est pour montrer qu'il faut tenir compte effectivement de ces éléments, parce que ce n'est pas parce qu'on a un panneau solaire photovoltaïque de 50 watts crête qu'elle va fonctionner et produire 50 watts crête de manière continue sur toute la journée. Oui, c'est clair que la production va être variable en fonction des radiations solaires. C'est ça. C'est pas une batterie ou une pile de tant de watts. C'est ça. Il faut bien comprendre la différence. Alors, on n'avait pas prévu de parler de ce slide-là, donc je le passe tout de suite. Et là, je te repasse la main. D'accord. Alors, c'est dommage effectivement qu'on n'ait pas notre présentation PowerPoint qui est à jour. Je ne sais pas ce qui se passe sur Francis, parce que quand même, on perd, disons, de la qualité en termes, disons, de slides et puis en termes d'éléments. Pas de souci, donc on va continuer en fait dans cette présentation donc, des composants des systèmes solaires photovoltaïques. Je pense que Francis est passé donc, de long en large pour expliquer ce système de captage finalement qui permet d'amener l'électricité qui va faire fonctionner notre système solaire photovoltaïque, que ce soit un système isolé, un système connecté au réseau ou un système qu'on peut utiliser pour faire du pompage. Alors, je viens d'annoncer aussi que nous avons un système de stockage. Alors là, clairement, comme on parle, disons, d'électricité, donc il faudrait dans le système ce qu'on appelle un accumulateur ou une batterie. Alors, c'est quoi une batterie? Une batterie, c'est un dispositif donc, de stockage qui est capable de transformer une énergie chimique en énergie électrique. Ça veut dire que quand on est dans la journée où nous avons l'énergie solaire qui est présente, nous allons transformer une partie de cette énergie qu'on va stocker chimiquement, qui permet le soir, quand on n'a pas, disons, une corrélation positive entre donc, le besoin et la production, qu'on puisse continuer à pouvoir, disons, fonctionner. Et finalement, le soir, c'est cette batterie qui va en fait être le générateur et qui va pouvoir nous produire de l'énergie. Alors, ici, c'est vraiment de manière très succincte vous décrire c'est quoi un système donc, de stockage. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la grandeur vraiment de base quand on parle de système de stockage, c'est ce qu'on appelle la capacité. Alors, la capacité, c'est quoi? C'est la quantité d'électricité qu'on peut obtenir pendant la décharge complète d'un accumulateur complètement chargé. Parce qu'on va avoir un accumulateur qui va pouvoir accumuler un certain nombre d'ampères-heures. Et donc, dans un cycle de charge-décharge, donc cette capacité-là, ça qu'on appelle, disons, le nombre d'ampères qui est donc stocké, ça qu'on appelle, disons, la capacité qui s'exprime en ampères. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la durée de vie d'une batterie qui est intéressante à connaître et qui est un élément important à considérer parce que finalement, si vous regardez le système solaire photovoltaïque, l'un des éléments qui nous pose problème, c'est le système de batterie parce que c'est le maillon le plus faible. Maintenant, la durée de vie de la batterie, il faut faire attention. Souvent, on vous l'annonce en année, mais c'est plutôt, il faut cette durée de vie le considérer à cycle. Un cycle, encore une fois, étant un processus complet de charge et de décharge d'une batterie. Alors, une batterie, quel est son rôle dans l'installation? La batterie va fournir ce qu'on appelle la puissance instantanée supérieure à celle que le champ photovoltaïque pourrait engendrer à des instants très courts. Pour faire très vite, pour vous expliquer en fait un élément, si vous prenez par exemple certaines charges comme des moteurs, au démarrage, ils peuvent appeler des courants qui peuvent être même parfois 10 fois ou 6 fois leur puissance nominale. Donc, on ne peut pas se permettre de pouvoir dimensionner le système solaire photovoltaïque à partir de ces puissances de démarrage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est des démarrages qui sont sur des temps très brefs, donc c'est la batterie qui, en ce moment, va en fait assurer donc, cette puissance. Donc, ça aussi, c'est un élément qui, c'est une première mission d'une batterie dans une installation. La deuxième, c'est que quand vous prenez la tension quand même qui sort du panneau solaire photovoltaïque, elle varie en fonction donc des conditions météorologiques. Et donc, aucune charge ne serait fonctionner avec une valeur de tension qui est en fait très, disons, instable. Maintenant, la batterie, son rôle, elle va maintenir le niveau de tension stable parce que, donc, justement, à la sortie du panneau solaire photovoltaïque, la tension, donc, elle varie. Donc, voilà un peu, assez résumé, donc, les fonctions qu'assure, disons, un système de stockage à travers, à savoir la batterie. Allez-y. On a aussi un système donc, de conditionnement d'énergie. Alors, un système de conditionnement d'énergie, c'est quoi? C'est d'abord le dispositif de régulation
qui, pour des systèmes donc isolés où on a besoin forcément de fonctionner avec une batterie, le régulateur va jouer donc son rôle de réguler la charge et la décharge donc du système de stockage qui est la batterie. Parce qu'à un moment, si les batteries sont chargées, il faut qu'on ait un dispositif qui permet d'arrêter la production photovoltaïque. À un moment, quand on est en train de décharger la batterie aussi, provenant des appels de courant, donc des charges, il va falloir un moment qu'on arrête, disons, la décharge de la batterie. Et donc, le régulateur qu'on appelle communément le cerveau de l'installation, donc son rôle, c'est réguler la charge et la décharge de la batterie pour permettre d'être dans ce qu'on appelle des cycles normaux de fonctionnement. Parce qu'encore une fois, une batterie, on ne la décharge jamais à 100% pour un système solaire photovoltaïque. Ensuite, nous avons des dispositifs de conditionneur d'énergie. Parce qu'on doit forcément passer d'une forme d'énergie à une autre dans un système solaire photovoltaïque. Donc, je dirais l'un des plus célèbres, c'est l'onduleur. L'onduleur, son rôle, c'est faire passer donc, du courant continu en courant alternatif. On peut aussi avoir donc, des redresseurs qui est l'inverse de l'onduleur, ou souvent dans un système où on a, par exemple, des groupes électrogènes, des systèmes hybrides, on peut la sortie donc, du groupe électrogène qui est alternatif, on peut le redresser en courant continu pour pouvoir en fait charger des batteries. Et enfin, on a des convertisseurs courant continu. On reste dans la même, disons, forme donc de signal du courant électrique, mais on peut abaisser comme on peut surélever la tension selon les besoins en fait en termes donc de charge que nous voulons alimenter. Allez-y. Et enfin, nous avons donc ce sous-système de distribution et de consommation. Comme je disais, les câbles. Maintenant, les câbles, il faut faire très attention. On a besoin donc de les dimensionner correctement en considérant le courant qui transite, en considérant la tension donc, à laquelle on travaille et puis en considérant aussi la longueur. Parce que si on ne fait pas attention, souvent les panneaux solaires photovoltaïques sont installés donc, à des longueurs de câbles qui peuvent être 20 mètres, 30 mètres. Si on ne fait pas gaffe, on aura des pertes par effet Joule et donc une partie de l'énergie, on va le perdre donc en chemin et ça, ce n'est pas acceptable dans une installation solaire photovoltaïque. Ça aussi, c'est des éléments sur lesquels nous reviendrons sur le webinaire 3 pour voir comment nous pouvons dimensionner correctement donc, les cadres d'une installation. Et à la fin, il faudrait considérer ce qu'on appelle les charges, parce que les charges, c'est extrêmement important. Quand on fait du dimensionnement, il va falloir calculer les besoins journaliers en watt-heure ou en kilowattheure dans l'installation. Et donc, il va falloir, pour pouvoir bien dimensionner un système solaire photovoltaïque, faire l'évaluation de la charge. C'est un peu faire, disons, l'évaluation des besoins en termes donc, de lampes, en termes de télévision, de frigo. Et si on est dans les cas de système de pompage, en fait, savoir, disons, la quantité d'eau qu'on a besoin à mètre cube par jour, mais surtout de savoir, en fait, ce qu'on appelle des HMT, qui est la profondeur à laquelle on va aller chercher de l'eau. Tout ça réuni, caractérisé, nous donne les besoins qu'on doit mettre en face du potentiel solaire et qui nous permet de définir effectivement le système de conversion d'énergie, qui finalement, c'est le système de captage, le système de stockage, tout ce qui est régulation et conditionnement d'énergie, et ça fait donc notre système solaire photovoltaïque. Allez-y. Alors, pour pouvoir clore un peu cette première partie liée à cette immersion sur la partie technologie, on pourrait donc, à la fin de cet exposé qui a donné une analyse fonctionnelle donc, des systèmes, des composants des systèmes solaires photovoltaïques, tirer ce que je dirais quelques avantages et inconvénients du solaire photovoltaïque. Alors, en termes d'avantages, on peut dire que la ressource solaire, elle est gratuite, énorme et très bien répartie sur la Terre. Donc, c'est une ressource qui est là, qui demande juste à être, disons, exploitée. C'est un moyen de décentraliser aussi la production pour un peu éviter, casser un peu ces systèmes donc, de production centralisés qu'on a, qui sont hérités en fait des années depuis la révolution industrielle, avec donc ces centrales, disons, conventionnelles telles que le pétrole, le gaz, le charbon. Et donc, du coup, ça nous installe sur de l'autonomie. On a une certaine fiabilité et peu d'entretien, parce qu'il n'y a pas de pièces mobiles. On a des systèmes modulaires. Il n'y a pas de pollution donc, liée à l'environnement. Donc, ça aussi, c'est un élément extrêmement important dans ces périodes où on parle beaucoup donc, de changement climatique, on parle d'effet de serre, parce qu'il faut savoir que l'énergie est une contribution énorme en termes donc, de pollution en gaz à effet de serre. Et puis, sa grande souplesse de production du milliwatt au mégawatt, on le voit aujourd'hui avec des grandes centrales qui sont installées et réparties un peu partout. Alors, à côté de ces avantages, on peut aussi souligner quelques inconvénients qui sont gérables parce qu'on maîtrise bien la technologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous installez un système solaire photovoltaïque comparé à une solution en fait, conventionnelle,
vous achetez votre facture tout de suite sur 20 ans, et là, ça fait donc des investissements qui sont élevés. Souvent, dans certaines applications, on a besoin d'aide, parce qu'on ne peut pas être compétitif par rapport, disons, à la solution conventionnelle. Et puis, il faudrait donc avoir des décisions politiques, parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui est considéré dès le départ. Nous avons aussi des disponibilités intermittentes, parce que nous travaillons avec des ressources qui sont variables. Je pense que Francis l'a bien dit, parce que quand on parle de la ressource solaire, c'est vrai qu'elle est abondante, mais nous ne contrôlons pas aujourd'hui tout ce qui est épisode nuageux, des moments où il n'y a pas de soleil, des moments où donc le réseau donc, comme on appelle ça, la ressource, disons, varie. Et donc, qui va maintenant, en fait, nous imposer des réseaux électriques ou des stockages ou en pompe, donc des énergies d'appoint, qui ne fait qu'en fait faire croître donc, le coût de l'installation. Donc, parfois, on a aussi des sources diffuses, hein, donc, avec donc, une grande surface donc, de capteurs. Parfois, il y a du mal à pouvoir, disons, extraire l'énergie parce que nous sommes positionnés dans un endroit où on a des difficultés d'intégration au niveau bâti parce que nous avons des phénomènes d'ombrage, dont on en a discuté dans le cadre du webinaire 1, avec donc ces effets de masque. Ensuite, nous avons les technologies de fabrication qui sont poussées, énergivores et qui utilisent donc des produits chimiques. Là, je pourrais peut-être en profiter pour dire, souvent on dit que c'est du clean energy, donc le rayonnement solaire, et de clean energy d'énergie solaire, mais attention, il faudrait, dans le cadre, disons, des analyses de cycle de vie, considérer quand même pour pouvoir produire donc, ce silicium, il a fallu donc utiliser beaucoup d'énergie, et souvent c'est des énergies qui proviennent de l'énergie conventionnelle, comme du charbon ou autre, et aussi quand il faut aussi travailler sur la fabrication de ces cellules photovoltaïques, nous mobilisons beaucoup de produits chimiques, et ça aussi, ça a des impacts un peu sur l'environnement. Dernier élément, en tout cas sous ces inconvénients, c'est un peu la difficulté à recycler ces composants qui doivent résister souvent plus de 20 ans aux intempéries. Donc voilà en tout cas Francis, ce que je pourrais dire sur cette première partie, en fait qui vraiment nous installe bien sur la technologie solaire photovoltaïque et qui nous permet de dire voilà, nous avons une filière qui est là, qui mérite en fait à être exploitée, surtout nous en Afrique où nous avons des quantités d'énergie, en tout cas des taux d'électrification qui sont encore très faibles. Très bien, merci Fadel. Nous allons passer donc à la deuxième partie qui est le marché du photovoltaïque. Le marché photovoltaïque se présente sous différents marchés, le grand public, les applications professionnelles, applications autonomes, connectées au réseau et centrales au sol. Donc là, je vais aller vite parce qu'en fait, on avait raccourci en 2 slides, tous ces slides. Donc il y a tout ce qui est petit appareillage, donc ça c'est un marché intéressant, mais qui n'est pas très professionnel. Les applications professionnelles en site isolé, donc là, ça demande une grande fiabilité, surtout les endroits qui sont peu accès à l'électricité et loin de tout. Peut-être ça qui serait plus intéressant du côté Afrique, c'est tout ce qui est site isolé, loin du réseau électrique, pour des besoins de monsieur tout le monde, soit d'éclairage, de froid, avec des batteries, ou plus simple, le pompage, comme tu as déjà évoqué, au fil du soleil, où en fait, on n'a pas besoin de batterie, on pompe de l'eau, soit on l'utilise tout de suite pour faire de l'irrigation, soit on la stocke dans un réservoir, ce qui fait qu'en fait, on économise la batterie, puisque c'est le réservoir d'eau qui fait le stockage. Donc, ensuite, on a tout ce qui est, nous, connecté au réseau, alors donc c'est ce qu'on fait beaucoup en France et en Europe, pour des petites installations sur des bâtiments, avec l'avantage, c'est que sur les bâtiments, on consomme déjà d'électricité, donc il y a le réseau, donc on peut se connecter tout de suite sur le réseau et faire de l'autoconsommation. Donc on produit à l'endroit où l'on consomme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très avantageux. Et là, j'ai mis une note, toute la production photovoltaïque, pareil pour ce qui est des grandes centrales au sol. Donc l'avantage des grandes centrales au sol, c'est du fait de la taille, on diminue les coûts, mais par contre, on ne produit pas forcément là où on consomme. Donc on se connecte au réseau électrique local pour consommer à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres. Donc là aussi, toute la production photovoltaïque est utilisée parce qu'en fait, on a le champ photovoltaïque, un onduleur qui réinjecte sur le réseau. C'est quelque chose qui est très simple à réaliser et tous les kilowattheures produits sont consommés par quelqu'un sur le réseau électrique. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet d'être le plus efficient, le plus efficace et de produire un kilowattheure le plus faible possible. Si je compare ceci au site isolé, le site isolé, je produis dans la journée, je stocke dans une batterie et je consomme en temps différé.
Et pour les dimensionnements, il faut que je dimensionne pour le moins le plus défavorable. Ce qui fait qu'en fait, j'ai beaucoup plus de gaspillage d'énergie parce que je ne consomme pas forcément tout et je stocke dans une batterie et dans des composants qui sont pas forcément bon marché. Ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus cher les installations pour sites isolés que pour le connecté réseau. Donc, ce qui a beaucoup été favorisé, c'est le connecté réseau pour ce qui est du développement du photovoltaïque et c'est ce que l'on verra dans le marché. L'avenir des réseaux électriques et du photovoltaïque, en fait, c'est de faire des systèmes smart grid, c'est-à-dire soi-disant intelligents, où on a un réseau électrique plus ou moins global sur lequel sont installées des installations photovoltaïques, éoliennes, des entités de stockage ou des groupes électrogènes ou d'autres systèmes de production avec des voitures électriques. Et tout ça, ça peut être piloté par exemple, pour la recharge des véhicules électriques en fonction de l'ensoleillement. Et donc, en parallèle du réseau électrique, il faut un réseau de communication pour pouvoir gérer les deltas, enfin la production ou décaler des productions en fonction, enfin des consommations en fonction des productions. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les smart grids. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui travaillent sur cette partie smart grid pour adapter la consommation à la production et la niveler avec éventuellement des systèmes de batterie pour arranger tout ça. Alors, donc la production mondiale de cellules et de modules photovoltaïques, comme on peut voir, on a en moyenne une croissance d'au moins 20% par an, ce qui fait que c'est quand même une croissance très importante, où ici on voit qu'on a aux alentours de 2018 ou 2019 plus de 100 gigawatts de modules photovoltaïques produits, ce qui fait quand même une quantité assez importante. Donc, on pourrait dire que ça serait équivalent. Alors, un réacteur nucléaire en France, c'est 1 mégawatt. 1000 mégawatts, ça veut dire, enfin, 100 mégawatts, ça veut dire qu'on aurait 100 réacteurs nucléaires. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas compter, c'est la puissance, c'est l'énergie produite. Donc, le PV a un désavantage quand même. Pour nous, en France, on produit de l'ordre de 1000 heures par an. Pour vous, en Afrique, ça serait plutôt 2000 heures. Donc, le photovoltaïque est quelque part 2 fois plus avantageux et 2 fois moins cher que pour nous en Europe. Je vais passer à la suite. Je te laisserai renchérir plus tard, Fadel, sur cette capacité de production. Les puissances installées correspondent aux puissances produites approximativement, avec un petit peu de retard. Et en cumulé actuellement, donc on est à fin 2019, 640 gigawatts installés au niveau de la planète. Alors, je l'ai dû le mettre un peu plus tard, ce qui permet de produire entre 2 et 3%, c'est 640 gigawatts, 2 à 3% de la consommation mondiale d'électricité, ce qui commence à être assez intéressant. Donc, juste pour dire, c'est que pendant longtemps, le grand marché, c'était principalement l'Europe, ce qui est dessiné sur le graphique là entre brackets. Mais à partir de 2014 et surtout 2015, le plus grand marché actuellement, c'est principalement la Chine. Sachant que j'ai oublié de dire sur le slide précédent que maintenant, le grand producteur mondial, c'est la Chine et Taïwan, en fait, les deux Chines qui produisent en gros 80% des modules photovoltaïques. Actuellement, le marché, c'est presque la moitié, c'est la Chine. Alors, le marché global, on voit qu'en 2000, 20%, enfin 80%, c'était le connecté réseau et 20% le site isolé. Maintenant, le site isolé est vraiment très très faible, moins de 1%. Donc en fait, on va beaucoup parler du site isolé qui est plus intéressant pour l'Afrique, mais le gros du marché mondial, c'est vraiment le connecté réseau. Et le connecté réseau utilise principalement des modules à 60 ou 72 cellules. Donc ça sera principalement ces modules-là qu'il faudra utiliser pour le site isolé, même si ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus pratiques. Alors, ça date d'un petit peu, mais c'est toujours d'actualité. Je dirais même qu'en fait, si ce graphe date d'il y a déjà quelques années, ce qui était prévu en 2010, je crois, et ce qui s'est fait à présent est plus ambitieux. Enfin, on a été plus loin que ce qui était prévu en 2010. Donc, si je prends par exemple en 2020, 1% de la production mondiale d'électricité devait être produite par le photovoltaïque, et en fait, on est déjà à plus de 2%. Donc, par rapport à ce graphique et ce qui a été prédit, on est déjà en avance.
Et si les perspectives prévues par ce graphique se produisent, effectivement, en 2040, 25% de la production mondiale d'électricité devrait être d'origine photovoltaïque. Donc principalement connectée au réseau, mais aussi en site isolé. Alors ça, on n'avait pas prévu de parler de ce slide-là, donc je le passe. Alors, on voit qu'en fait, la production mondiale de modules photovoltaïques augmente de façon importante, plus 20, plus 30% par an. D'un autre côté, plus on produit un bien, plus son coût va diminuer. Et donc là, il y a ce qu'on appelle une droite de charge qui montre que plus on produit un module photovoltaïque cumulé de façon importante, ce qui est le cas, plus son coût descend. Donc, en 1975, on était à 100 $ le watt crête, donc ça c'était il y a longtemps. En l'an 2000, on était aux alentours de 6-8. Maintenant, on est inférieur à 1 $ le watt crête. Donc, on voit que plus on produit des modules photovoltaïques, plus leur coût descend. Alors, les programmes de toits solaires que j'ai parlé tout à l'heure au Japon et en Allemagne, c'était des programmes d'aide au développement du photovoltaïque pour augmenter les productions à l'échelle mondiale de modules photovoltaïques et descendre les coûts. Maintenant que les coûts ont bien descendu, on commence à avoir des coûts de modules à un coût intéressant. Donc, ce coût des modules permet aussi de calculer le prix de revient du kilowattheure produit par nos installations photovoltaïques. Et en fonction de l'irradiation solaire, par exemple 900 heures par an ou 1800 heures par an, ça nous fait une plage de coût de production d'énergie photovoltaïque en euros par kilowattheure, par exemple. Et comme le coût des modules descend, en fait, cette plage descend. Et le prix de l'électricité sur le réseau électrique, pour nous, a tendance à augmenter très légèrement par an. Et à un moment, il va y avoir un croisement entre ces deux courbes. Ce qui fait que le prix du module photovoltaïque, enfin le coût du kilowattheure photovoltaïque va être plus faible que celui du réseau. J'ai envie de dire pour l'Afrique, le prix du kilowattheure photovoltaïque va à un moment être inférieur, je crois que c'est déjà le cas dans un certain nombre de cas, inférieur à celui ou du réseau ou du coût produit par un groupe électrogène, par exemple. Donc, à comparer les deux coûts, et à un moment, ça va devenir plus intéressant d'utiliser les installations photovoltaïques. Ce qui commence à être largement le cas pour le photovoltaïque au sol, sur des grandes centrales au sol, et qui commence à être le cas dans certains cas de figure pour nous en France, pour le photovoltaïque, pour des petites installations. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on a aidé le photovoltaïque, mais maintenant le photovoltaïque est qu'à la limite, et dans certains cas même avantageux par rapport aux moyens de production conventionnels. Alors, on n'avait pas prévu de parler de l'analyse de cycle de vie. Donc, je passe tous ces slides et je crois que j'ai passé la main, Fadel. Alors, Francis, oui. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on essaie de voir si moi je me donne la main et j'essaie de partager parce que là, il nous faut en fait les slides, concernant le zoom sur le marché de la fibre de bosse. D'accord. Est-ce que tu peux prendre la main? Tu enlèves donc la présentation, je vais voir si je peux présenter parce que je pense que j'ai le module Charles. Essaye d'enlever la présentation. J'ai enlevé ta présentation et je te laisse la main. D'accord, je vais partager. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, transition énergétique dans l'espace CDAO. Oui, c'est bien ça. Moi, je pense que parce qu'on aurait le mettre en plein écran seulement. Ah, je suis en? Il faudrait la mettre en plein écran. C'est en plein écran à mon niveau, mais c'est pas donc. C'est en plein écran à mon niveau. Peut-être il faudrait que je sais pas ce qu'il faut faire. Là, j'ai en plein écran à mon niveau. Hein. J'ai mis en plein écran à partir donc la diapo. Je ne suis pas en plein écran, toujours. Non, toujours pas, mais c'est pas grave. Pour nous, non, c'est pas en plein écran. Parce que moi, je suis en plein écran. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire encore.
Alors, tac, ce que je vais faire, attendez. Alors, je vais arrêter le partage. Alors, je reviens. Là, je pense que je reviens là. Là, je ne suis pas en plein écran pour le moment, non. Donc là, je mets à partir de la diapo actuelle. Moi, je suis en plein écran, moi. Bon, je te propose, je continue comme ça. Mais essaie de remettre la présentation que tu avais tout à l'heure. Oui, mais j'ai regardé, j'ai pas tes slides. Continuons comme ça, c'est tout à fait lisible. Donc c'est visible, hein? D'accord. Alors donc à la suite donc de la présentation donc de Francis sur en fait le marché de manière globale en fait, l'échelle mondiale. Moi je voudrais en fait faire disons un zoom sur l'espace CEDEAO pour vous donner un peu des éléments sur des opportunités de marché et puis faire un petit zoom encore sur disons le Sénégal. Dans lequel on va voir effectivement sur les marchés de photovoltaïque dont on va parler, vous donner un peu ce qui est en train de s'opérer en termes de transition énergétique. Alors, d'abord des réalités économiques et énergétiques au niveau de la zone CEDEAO. Donc, ce qu'il faut comprendre, la CEDEAO, c'est une communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui est composée donc de 15 pays avec une population de 350 millions d'habitants, donc 50% moins de 19 ans, donc une population très jeune, et avec, disons, un produit intérieur brut de 750 milliards de dollars. Tout ceci pour dire que c'est quand même une zone extrêmement potentiellement donc, riche et qui, surtout, comme on a des taux d'excès en énergie, comme on le verra dans les slides qui arrivent, donc qui sont encore très faibles. Donc c'est pour dire que c'est un marché énorme dans les années à venir pour tout ce qui est effectivement technologie d'énergie renouvelable que la CEDEAO a engagé pour pouvoir en fait mieux réussir la transition énergétique. Alors pour parler justement de ces situations énergétiques dans la zone CEDEAO, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accès général à l'électricité dans cette zone CEDEAO est d'environ 45%, soit 150 millions de personnes, comparé à cette population donc vraiment qui est de 300 et quelques, pour dire qu'il y a encore disons, des efforts à entreprendre. La majorité des personnes ayant accès à l'électricité vivent dans des zones urbaines, ce qui fait qu'en termes d'électrification rurale, dans les zones rurales, vraiment ces taux d'accès sont très faibles. On est, disons, autour donc, de 25%. Alors, ceci aussi conditionne des prix donc moins d'électricité par kilowattheure, où on a une certaine, disons, différence entre les pays. Parfois, ça peut aller de 6 à 7 centimes donc, au Nigeria, et ça peut aller jusqu'à 40 centimes au Libéria, pour dire qu'il y a quand même des efforts qu'il faudrait entreprendre pour essayer d'homogénéiser un peu tout cela. Et donc, vous avez ici donc, les courbes qui donnent un peu ces taux d'accès et puis un peu cette variabilité au niveau donc, du prix du kilowattheure dans cet espace CEDEAO. Alors, en termes de puissance installée comparée à celle donc, qui est opérationnelle dans l'espace CEDEAO, il faut donc savoir qu'on a une capacité totale installée qui est estimée à 21 gigawatts, dont seule la moitié est opérationnelle. Ça aussi, c'est un élément. C'est-à-dire que nous avons donc des puissances qui sont annoncées, mais si on regarde de près du point de vue, en tout cas, effectivité de cette production, souvent nous avons beaucoup de déperditions, et ça aussi, c'est un problème énorme qui a été diagnostiqué lors des récentes études, en fait, pour pouvoir permettre à la CEDEAO d'engager mieux sa transition énergétique. Il y a plusieurs installations de production donc, qui fonctionnent à des niveaux très bien inférieurs donc, à leur capacité normale. Je peux citer ici quelques exemples pour le cas du Nigeria, avec une capacité installée de 12,5 gigawatts, dont seulement 3,8 gigawatts sont opérationnels. Le Ghana, 3,3 contre 2,8. Le Mali, 488 mégawatts contre 360. Donc tout ça aussi pour dire que vraiment cette puissance installée, elle est encore très faible, mais surtout que parmi donc, le peu donc, qui est installé, il y a quand même une bonne partie qui ne fonctionne pas. Donc d'où en tout cas la nécessité de pouvoir encore bouger pour pouvoir améliorer un peu tout ça. Concernant maintenant les énergies renouvelables, nous avons une capacité installée donc, qui actuellement est autour de 5,14 gigawatts, où nous avons quand même 98% qui est encore tenu par l'énergie hydroélectrique, qui est bien l'énergie en tout cas renouvelable la mieux
en fait installée et la mieux en fait établie, je dirais, avec donc des centrales hydrauliques de moyenne et de grande capacité, d'une puissance allant jusqu'à 4887 MW. Alors, nous avons aussi des petites centrales hein, qui, en fait, quand on regarde leur production réunie, vont jusqu'à 164,59 MW et seulement les 2% restants sont distribués entre l'énergie solaire photovoltaïque, 64,13, l'énergie éolienne et le biogaz. Malgré, en tout cas, le potentiel énorme dont on regorge l'Afrique de l'Ouest en termes donc, de solaire photovoltaïque, on le verra dans les slides qui arrivent. Et donc aussi dans cette capacité énergétique dans la zone CEDEAO, toujours dans cette capacité installée versus donc, les potentiels que nous avons au niveau de ces pays. Donc on voit encore que la capacité renouvelable installée, principalement, donc il n'est pas entièrement exploitée dans la région. Au Nigeria, on voit il n'y a que 1930. Et puis au Bénin, donc c'est un peu ce que je viens donc de vous raconter. Donc pour dire que nous avons donc des capacités énormes, mais ces capacités énormes ne sont pas encore exploitées de manière optimale. Et pourtant, quand on regarde les potentiels en énergie renouvelable dans ces régions, ben, nous avons aussi bien pour l'hydroélectricité, donc que 16% qui sont exploités. Pour le solaire, vous avez vu en fait cette carte de jugement que nous avons empruntée donc de Solar GIS, donc où on montre quand même en Afrique de l'Ouest des quantités en tout cas de ressources solaires qui sont importantes parce qu'on peut aller jusqu'à 5500 kWh par mètre carré par jour, et ça c'est énorme, et je pense qu'il y a lieu un peu de travailler pour pouvoir en fait améliorer tout cela. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui la CEDEAO a entrepris pour pouvoir améliorer tout ça, pour mieux permettre donc aux pays donc, les États de la CEDEAO, les 15 États, de pouvoir engager cette transition énergétique de manière très sereine et de pouvoir en fait réussir d'ici 2020-2030 quand même ce qu'on appelle l'accès à l'énergie, qui est important pour le développement de nos pays. Alors, si vous regardez dans ce slide, il faut voir que quand même, malgré cette situation que je viens de décrire, les États quand même n'ont pas croisé les bras. Nous avons eu un certain nombre de politiques qui sont été mises en place. Vous avez en 2003 la publication donc, du protocole énergétique de la CEDEAO. Nous avons aussi le livre blanc de la CEDEAO. Mais là, si vous regardez, j'ai deux dates que j'ai encadrées ici. En 2010, quand même, est un tournant important pour la CEDEAO en termes d'énergie, parce que c'est là où nous avons créé, en fait, ce qu'on appelle ECRE, qui est le Centre de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, qui est finalement le bras technique en matière d'énergie des États de la CEDEAO pour pouvoir engager cette politique énergétique qui permet de pouvoir aller de loin pour réussir cette transition énergétique. Alors, nous avons aussi en 2012 deux politiques phares qui ont été à la limite votées. C'est l'adoption donc de la politique de la CEDEAO en matière d'abord donc de REP. REP, c'est quoi? C'est en fait, disons, le développement de toutes les potentialités en énergie renouvelable que regorge la zone CEDEAO. Et nous avons aussi la politique EEP, qui est en fait, disons, l'élément qui précède un peu la diversification des sources d'énergie, à savoir développer une politique d'efficacité énergétique pour pouvoir d'abord optimiser, réduire, faire une gestion rationnelle, disons, de la charge. Et donc, ces politiques REP et politiques EEP qui sont projetées d'ici 2030, en fait, permettent d'avoir ces objectifs que, en fait, je mets donc au niveau donc, de ces slides, hein, pour dire que pour chacun des pays de la CEDEAO, pour l'ensemble de la région, il y a ce qu'on appelle des targets, des objectifs qui sont en fait affichés et qui permettent de pouvoir, en fait, différemment, dépendant des pays, d'avoir des taux d'accès, en fait, actuels, comme par exemple le cas du Libéria, qui est 1,4% en 2015, qu'on voudrait amener à 100% d'ici 2030 ou 2020, pour le cas de la Sierra Leone aussi. Et donc, pour dire que vraiment, l'Afrique de l'Ouest, à travers donc, son bras technique qui est la CEDEAO, à travers toute cette politique REP et EEP, sont en train de mettre en place des éléments. Et finalement, tout cela va se donc, résumer avec, disons, des marchés énormes dans le secteur de l'efficacité énergétique, des marchés énormes dans le développement donc, des énergies renouvelables, pour dire que dans les années à venir, donc, cette zone CEDEAO va être une zone extrêmement intéressante pour pouvoir créer de la valeur et permettre de pouvoir réussir cette transition énergétique. Alors, on peut distinguer par exemple le marché des mini-grids, parce que dans l'accès universel à l'électricité, donc les pays ont déterminé en tout cas trois
types d'activités qui permettent de pouvoir répondre à ces gaps en fait, d'électrification ou d'accès à l'énergie. D'abord, nous avons des systèmes isolés, ou ce qu'on appelle des home systems, qui ont été les premiers en fait, éléments de moyens de production que nous avons mis en place, mais qui tout de suite, on a vu que c'était un peu limité parce que la puissance dont on aura besoin pour véritablement amener l'accès à l'électrification rurale n'était pas présent. Nous avons ce marché de mini-grids qui commence de plus en plus à être installé. Et donc, d'ici 2030, il faut comprendre qu'il y a environ plus de 60 millions de personnes qui sont supposées être électrifiées à partir des mini-réseaux propres d'énergie renouvelable, soit des systèmes solaires ou des systèmes solaires où on met en option, disons, les groupes électrogènes qui permettent de pouvoir, en tout cas, quand il y a des moments de baisse de ressources autres, qu'on puisse continuer à fonctionner, et toujours donc des systèmes isolés. Il faut comprendre qu'aussi dans la région, en tout cas du point de vue les retours que nous avons sur les dernières années, on a quand même le Sénégal et le Mali qui sont des champions dans la région avec pas moins de 100 systèmes qui sont opérationnels. Et donc les mini-réseaux d'énergie propre constituent vraiment une solution centrale pour l'accès à l'énergie en Afrique de l'Ouest, particulièrement pour l'électrification rurale. Le tableau que vous voyez en fait à côté donne, en tout cas d'ici 2020, l'ensemble donc des réseaux, en tout cas le tout donc total off-grid qui va être installé pour pouvoir en fait arriver à pouvoir contribuer à l'accès universel. Donc pour dire que pour les années à venir, ce marché des mini-grids est un marché réel et un marché sur lequel l'ensemble des acteurs devraient réfléchir pour apporter de l'énergie propre, de l'énergie stable, et puis surtout qu'on puisse faire preuve de tous les éléments liés au contrôle qualité de matériel, et surtout qu'on puisse, disons, bien dimensionner les systèmes pour éviter que les puissances installées ne soient pas fonctionnelles à moitié ou bien à un quart, selon ce qu'on observe actuellement dans les productions. Alors, si je fais maintenant un zoom sur le marché du Sénégal, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, le Sénégal, ce n'est pas un pays qui est vaste, donc on est quand même autour de 186 000 km², donc autour de 16 millions de population. Et puis en termes, disons, d'électrification aussi, nous avons en tout cas des zones rurales qui ne sont pas encore électrifiées. Et si on regarde le contexte énergétique, nous avons, en tout cas en visitant ces panoramas énergétiques, jusqu'à présent, si vous regardez les produits pétroliers, la production conventionnelle à partir donc, des centrales thermiques et aussi la source d'énergie, en tout cas, qui domine en fait le marché de la production, avec donc des produits pétroliers principalement à source d'énergie primaire. Nous avons aussi souvent, on oublie donc cette deuxième forme d'énergie qui est la plus présente, c'est la biomasse, parce qu'en dehors des zones urbaines, la seule forme d'électricité ou la seule forme d'énergie du moins qui existe, c'est l'énergie de la biomasse et qui amène beaucoup de problèmes en termes donc de cuisson non propre, avec des problèmes de santé qui sont liés à des fumées qu'on observe dans les cuisines rurales africaines et sénégalaises donc particulièrement. Nous avons aussi le secteur résidentiel qui est très consommateur en énergie et le secteur du transport qui aujourd'hui sont des secteurs sur lesquels il va falloir travailler. Maintenant, face à cela, le gouvernement sénégalais aussi qui a ratifié ces politiques REP et EEP, donc met en place des activités qui permettent de pouvoir travailler pour arriver un peu à réussir cette transition énergétique. Et donc, sur cela, en tout cas, le marché du solaire photovoltaïque est un marché qui est là, qui existe, sur lequel on peut déjà, en fait, là, déterminer deux filières, en tout cas, au niveau de l'énergie solaire. Nous avons l'énergie solaire photovoltaïque, qui est la production d'électricité que nous avons décrit dans la première partie donc, de ce slide. Allô? Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors j'ai repris la main. Il faudrait que tu me dises sur quel slide tu es. Là, tu es sur le slide de l'Afrique de l'Ouest, quasiment en fait. Donc, c'est ce slide-là? Sur le Sénégal. Vas-y, sur le Sénégal. Vas-y. Alors, c'est le premier slide? Vas-y, non, sur le Sénégal. Non. Tout ça, ça a été développé. Vas-y. Tout ça, ça a été développé. Ah, là, je suis là. D'accord, ok. Reviens. Là, j'étais en train, en fait, de faire un zoom sur le marché du photovoltaïque au Sénégal.
Et là, je suis en train de parler effectivement des différentes utilisations que nous avons d'abord sous le sol photovoltaïque, parce que c'est la forme d'énergie qui nous concerne dans ce webinaire. Et donc, je voulais dire donc, en entrée qu'au Sénégal, nous avons, en tout cas pour le solaire, deux types d'utilisation. On a le solaire photovoltaïque qui est la production d'électricité par le rayonnement solaire, et nous avons le solaire thermique qui sont matérialisés ici par une installation donc, solaire photovoltaïque à gauche pour la production d'électricité. Et là, nous avons effectivement des applications pour l'eau chaude sanitaire de plus en plus qui sont utilisées dans les zones résidentielles qui permettent de pouvoir exploiter la ressource, mais plutôt sous forme donc, thermique. Alors, pour l'utilisation aussi du solaire, il faut savoir que le solaire photovoltaïque est à dominance en fait au réseau. Okay. Maintenant, les centrales solaires sont en train donc, de se mettre en place, des mini-grids. Donc, on va avoir des systèmes, on a des systèmes donc, PV domestiques pour l'électrification domestique. Nous avons des systèmes aussi communautaires pour rectifier des cases de santé, pour des centres de santé, pour les lieux de culte. Nous avons aussi des mini-centrales, donc qui vont pouvoir permettre donc, de pouvoir connecter des villages, des hôpitaux et des régions dans le cadre des différents programmes qui sont mis en œuvre par ECRE et pour d'autres partenaires. Et ici au Sénégal, nous avons une agence qu'on appelle l'Agence sénégalaise d'électrification rurale qui en fait travaille pour électrifier la zone rurale avec disons différentes conceptions qui sont mises en place et où on appelle en fait des opérateurs privés dans le cadre donc, du partenariat public-privé pour pouvoir mettre en place disons des éléments. Le pompage aussi de plus en plus commence à aujourd'hui être en fait fait avec le solaire photovoltaïque, l'éclairage public, les lanternes solaires, les kiosques mobiles. En gros, on voit qu'il y a quand même un marché qui se grouille et qui est en train de s'installer où les gens véritablement réalisent qu'ils peuvent convertir cette énergie qu'on appelle l'énergie du soleil pour pouvoir en fait faire des applications. Allez-y, Francis. Toujours pour continuer donc dans ce marché, donc je viens de le dire, nous avons aussi quand même une bonne présence des mini-centrales solaires qui permettent d'alimenter des villages et des groupes électrogènes. Là, c'est une description pour vous montrer un peu comment ça marche. Là, vous avez vu le système de captage, vous avez vu le système, donc les batteries qui sont là. Et puis, nous avons aussi une salle où on a un certain nombre d'onduleurs qui sont installés, qui sont mis ensemble donc, selon le principe donc, de master et puis slave. Et puis, ça permet de pouvoir faire fonctionner des mini-centrales qui peuvent aller jusqu'à 100 kW de production. Là, je vous ai montré en bas une mini-centrale qui est très connue chez nous, qu'on appelle la mini-centrale de Sine Moussa, et qui est située dans la région de Thiès, dans laquelle nous avons en fait une éolienne de 5 kW, un champ photovoltaïque de 5 kW crête, et puis un groupe électrogène. Là, typiquement, c'est le cas d'un système donc mini-réseau, mais c'est un mini-réseau ici hybride parce que nous avons 3 sources d'énergie et qui permettent d'alimenter un village pour des besoins donc, domestiques et aussi bien pour des besoins d'activités génératrices de revenus. Alors, je dois dire quand même que depuis quelques années, le Sénégal a fait un effort colossal dans l'implantation donc, des centrales en fait, pour produire de l'énergie à verser dans le réseau. Et donc, plusieurs centrales ont vu le jour. Et là, la liste que vous avez ici en face de vous décrit un peu l'ensemble des centrales que nous avons. Nous avons des centrales, la centrale solaire donc de Kawon, de 20 mégas pour un investissement estimé à 15 milliards de francs CFA. Nous avons la centrale de Sakal, toujours 20 mégas. Nous avons la centrale donc de Ndias. Et donc, pour dire que du point de vue maintenant installation, on est vraiment autour de 165 MW sur les, je dirais, 7 ou 10 dernières années. Et ça, c'est vraiment quand même quelque chose qui a boosté un peu le pourcentage, en tout cas le taux d'utilisation de l'énergie solaire. Et enfin, tout à fait en bas, vous avez vu ce qu'on appelle des kits individuels, qui sont des kits utilisés dans les villages, qui permettent de pouvoir aujourd'hui exploiter l'énergie solaire selon ces différents segments de marché que Francis, disons, a montré. Allez-y, Francis. Alors, il faut comprendre que malgré ce potentiel qui est là, on voit qu'il y a des contraintes quand même majeures pour le développement en fait, du marché du solaire en Afrique, particulièrement au Sénégal. Nous avons des contraintes qui sont liées à des coûts d'investissement ou des tarifs qui sont appliqués qui sont très chers. Il y a des améliorations qui sont en train de se faire. Hein. Aujourd'hui, si vous prenez donc le cas des mini-centrales,
Il y a beaucoup d'études que la CEDEAO est en train d'engager pour voir comment améliorer un peu les éléments. Mais aujourd'hui, on freine sur les coûts d'investissement et souvent, le prix de rachat de l'électricité par des villageois, donc la tarification en tout cas de l'électrification rurale, reste quand même inaccessible encore par rapport aux populations. Et donc, du coup, ça freine le développement du marché. Il n'y a pas encore donc, beaucoup de subventions, surtout les pays ne subventionnent pas, c'est plutôt les ONG, plutôt en fait tout ce qui est CEDEAO et autres, et qui subventionnent, mais encore, comme ce n'est pas très rentable, il faudrait qu'on puisse, disons, encourager en fait ce poste de subvention, mais qui est un couteau double tranchant parce que s'il commence à, disons, travailler sur la subvention, ça, disons, dénature un peu le marché du photovoltaïque pour pouvoir en fait permettre aux privés de pouvoir s'installer et de pouvoir pratiquer cela. Il y a aussi le niveau de qualité des équipements. Ça, quand même, c'est un point énorme. Nous avons beaucoup de systèmes solaires photovoltaïques qui nous viennent de l'étranger parce que nous ne sommes pas producteurs d'équipements. Et là, ce que nous remarquons, c'est que nous avons donc des dispositifs donc, de piètre qualité souvent. Et ça mine, disons, la filière parce que, encore une fois, quand on fait du solaire photovoltaïque, on achète sa facture sur 20 ans ou 40 ans, sur 20 ans du moins. Et si, en fait, au bout de 2 ans ou 3 ans, votre système solaire photovoltaïque ne fonctionne pas, mais du point de vue business plan, du point de vue calcul économique, ça un peu rase tous les calculs. Absence de garantie aussi des équipements sous des batteries, sous des onduleurs, sous des panneaux solaires photovoltaïques. Le déficit aussi de ressources humaines qualifiées dans le domaine. Donc, d'où l'importance, disons, de ces types de webinaires que nous faisons. Parce que la ressource humaine aussi, elle est importante. On est en deçà des tailles critiques que nous avons besoin, vu tous les projets qui sont annoncés pour permettre à ce que l'Afrique de l'Ouest puisse réussir cette transition énergétique. Le manque de sensibilisation des populations rurales. Les gens méconnaissent souvent l'énergie. On a du mal, on fait des confusions. Souvent, on n'a pas une bonne, disons, image. Souvent, on a des installations qui sont faites, qui marchent. Et puis, sous ce système-là, du point de vue statistique, comme ce n'est pas parfois des gens qui connaissent, qui mettent en place. Et donc, du coup, on a souvent des mauvais exemples qui souvent donnent plutôt de la sensibilisation qui n'est pas bonne et qui fait que souvent, on dit que le solaire ne marche pas. Mais je pense que cette partie, ce volet-là est en train de plus en plus d'être amélioré parce que de plus en plus les gens comprennent que le solaire est une réalité et il y a possibilité aujourd'hui de pouvoir faire, disons, des installations. Les conditions de fonctionnement aussi des installations sont des choses qui sont améliorées et finalement le manque de structure de contrôle de ces équipements importés. Ça aussi, il y a des travaux qui sont en train de faire. On peut citer l'exemple d'un site 2S qui est quand même un centre créé pour accompagner les acteurs de la filière pour pouvoir contrôler, tester les systèmes solaires photovoltaïques qui viennent donc de l'étranger. Allez-y. Alors, ce que je peux dire en tout cas en termes de synthèse, et pour finir cette partie de cette présentation sur le Zoom, sur le marché du photovoltaïque, c'est que la région CEDEAO, quand même, c'est une région qui possède un potentiel considérable en matière d'énergie renouvelable, particulièrement sur le solaire photovoltaïque. Nous avons d'innombrables opportunités qui existent pour le déploiement des technologies solaires, éoliennes, hydroélectriques et même de biomasse dans les 15 États de la région. Vous avez vu avec les politiques EEP et la politique REP, donc qui sont des politiques d'efficacité énergétique de développement des énergies renouvelables, nous avons ces politiques qui sont tracées et avec donc des marchés qui sont dessinés. D'ici 2030, vous avez vu la quantité de mini-grids qui seront installés, vous avez vu les efforts qui sont annoncés pour l'installation de grandes centrales, sans oublier des systèmes SHH ou des écosystèmes. Mais tout cela doit se faire en faisant preuve d'innovation, parce que je pense que ça c'est extrêmement important, mais surtout il faut qu'on investisse sur un volet important qui est la formation, parce que souvent on parle donc d'augmenter la quantité de puissance installée, mettre en place des projets, mais la formation est quelque chose qui est absent de ces grandes décisions, de ces grandes discussions du moins, alors que pour pouvoir soutenir tous ces projets, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en tout cas particulièrement l'Afrique de l'Ouest, doit gagner ce challenge de pouvoir former donc, des entreprises à différents niveaux, des techniciens, des monteurs de projets et même sur d'autres volets de financement pour qu'on puisse réussir effectivement cette transition énergétique. D'où l'intérêt finalement donc, de cette série de webinaires et je voulais en profiter pour remercier vraiment Inès, remercier en fait Isa parce que je trouve que ça a été une très bonne initiative dans le cadre de ce Covid pour pouvoir permettre à l'ensemble disons, de nos acteurs, l'ensemble des gens qui nous suivent, pour profiter effectivement de ce volet formation, sensibilisation sur l'énergie solaire photovoltaïque. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir ensemble cette transition énergétique au niveau mondial pour que le solaire puisse être une réalité pour nos pays.
Voilà, je vous redonne la main, Francis et Cécile, et je pense qu'on a pu être dans le temps. Tout à fait. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs. Francis, du coup, je te laisse piloter les questions. Et ton micro est débranché. Sinon, je les vois aussi les questions, Cécile. Hein. Vas-y, Fadel, je t'en prie. Donc, Francis, c'est bon, Francis. Je pose la première question que je vois tout en bas. Peut-on produire des modules photovoltaïques en Afrique? Et ensuite, l'autre question qui va avec, c'est existe-t-il des techniques de recyclage des modules photovoltaïques? Alors, peut-être que tu connais mieux ce qui se passe en Afrique. Moi, je sais qu'il y a quelques usines de fabrication de modules au Maroc et en Tunisie. Il y en a aussi peut-être qui existent en Afrique du Sud. Alors, il faut savoir que c'est une partie de la production qui consiste à produire le module à partir de cellules achetées. Donc, cellules achetées qui peuvent être fabriquées peut-être en Allemagne ou en Chine ou à Taïwan. Voilà, peut-être que tu as plus de choses de billes que moi, Fadel, sur ce point-là. Oui, en fait, en Afrique, si je donne l'expérience du Sénégal, effectivement, on a eu, disons, une entreprise qui avait essayé de produire des modules solaires photovoltaïques, partant, comme tu l'as bien dit, sur, disons, l'achat de cellules, et puis ce serait des montages, en fait, disons, de panneaux solaires photovoltaïques. Maintenant, le problème, en fait, confronté, c'est que souvent, on a un marché qui est très faible, et donc, du point de vue rentabilité, si vous n'êtes pas sur de gros volumes, vous avez du mal un peu à concurrencer un peu, disons, ces grands producteurs. Donc, ce qui a fait que, généralement, ça ne perdure pas. Donc, pour dire qu'en Afrique, c'est quand même encore très difficile de concurrencer les grosses entreprises. En tout cas, moi, s'il y a un conseil à donner, c'est de dire plutôt en Afrique, il faudrait qu'on se concentre sur le montage de projets. On puisse, disons, importer des modules solaires photovoltaïques qui viennent de l'étranger, mais par contre, qu'on puisse quand même bien, en fait, encadrer nos frontières pour que quand on a du matériel qui arrive, que ce matériel, on soit capable de pouvoir valider, voir si ce matériel, donc, répond à des conditions qui sont annoncées, qu'on appelle les conditions STC, pour qu'on puisse avoir, disons, du matériel de qualité. Mais fabriquer des panneaux solaires photovoltaïques, on n'a pas encore les moyens, en tout cas, les cellules, c'est exclu. Les systèmes, disons, de montage, le problème, c'est que le produit fini qui sort ne va pas être compétitif par rapport un peu au marché. C'est ça que je voulais peut-être augmenter, Francis, par rapport un peu à ces domaines. Oui, tout à fait. C'est clair qu'il va être très dur maintenant de concurrencer les Chinois sur le fait qu'ils savent produire des modules en grande quantité peu cher. L'autre question qui était avec, c'est existe-t-il des techniques de recyclage des modules photovoltaïques? Quand on me pose cette question, j'ai l'habitude de dire que pour l'instant, les modules photovoltaïques ont été conçus pour répondre, enfin pour, comment dire, tenir à des intempéries. Donc en général, ils sont fabriqués avec des composants très solides, avec de bonnes colles, qui sont en général difficiles à démonter. Donc le recyclage, c'est souvent casser les modules en petits morceaux, puis ensuite avec un solvant, on sépare les différents morceaux. Donc avec cette technique, on arrive à bien recycler les modules photovoltaïques avec de l'ordre de 95% de recyclage, sachant que de ce que j'ai compris pour la France et pour l'Europe, ce que l'on récupère comme matériaux bruts en sortie de recyclage permet de payer le recyclage. Donc c'est un recyclage pas dans le style je démonte le module avec le verre, les différents composants. C'est plutôt on récupère juste des matériaux bruts broyés. Donc c'est un recyclage pas terrible, mais qui permet quand même de recycler les modules et de payer avec les matériaux récupérés le recyclage. Donc c'est comme ça que ça se passe en France avec une association qui s'appelle PV Cycle qui gère le recyclage des modules photovoltaïques. Je ne sais pas si en Afrique, il y a aussi PV Cycle qui agit et qui permet qui est une filière de récupération et de recyclage des modules. Alors, je dois dire qu'au Sénégal, que je connais mieux, ce n'est pas encore quelque chose qui est bien établi, hein, parce qu'on n'est pas sur des, disons, délais, en tout cas pour les grosses installations. Si vous regardez en tout cas la puissance, disons, installée, et on est encore sur, disons, une dizaine d'années, peut-être je dirais que le problème ne se pose pas encore de manière accrue, mais dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore en tout cas cet élément, il faut qu'on y réfléchisse parce que ça va nous rattraper d'un jour à l'autre. Hein.
mais c'est pas encore établi. Il n'y a pas encore de filière vraiment très bien établie sur le recyclage. Ok, j'ai une autre question qui est très spécifique et peut-être que Cécile aura une question aussi que je ne vois pas, c'est comment intégrer l'appel de courant énorme au démarrage pour des systèmes sans batterie? Et est-ce que avec point d'interrogation, surdimensionnement? Je dirais qu'un module photovoltaïque ne peut fournir que le courant qu'il est capable de fournir en fonction de l'irradiation solaire. Ce qui fait qu'en fait qu'un module photovoltaïque est mal adapté pour répondre à un besoin en courant, surtout des moteurs électriques qui ont des appels de courant. Je dirais que ça marche mal, même pas du tout. Donc la seule solution pour les appels de courant, c'est de mettre une batterie ou, ce qui se fait beaucoup en France, c'est de se connecter au réseau électrique. Comme ça, le module photovoltaïque injecte sur le réseau et les appels de courant sont fournis par le réseau électrique, quand on a un réseau électrique. Mais sinon, les modules, pour moi, ne sont pas faits pour produire des pointes de courant. On ne peut que produire le courant en direct en fonction de l'irradiation solaire, donc un courant variable, qui fait qu'il est peu pratique d'utiliser en direct un module photovoltaïque. Ouais. Et peut-être pour compléter, Francis, par rapport à ce que tu dis, le problème qui se pose, c'est que si on veut aussi régler ces problèmes de démarrage, on aura donc des surdimensionnements qui, en fait, du point de vue économique, ne seront pas du tout rentables. Parce que, encore une fois, ces démarrages, ce sont des démarrages qui se font sur des durées très brèves. Et on ne peut pas aujourd'hui pouvoir installer un surdimension, un surcoût, pour pouvoir, en fait, ce surcoût fonctionner que peut-être une fraction d'heures dans la journée ou bien même parfois dans l'année. Et ça, je pense que c'est quelque chose du point de vue rentabilité qui n'est pas bonne. Maintenant, la seule alternative, comme a dit Francis, il faudrait diversifier les sources, soit un groupe électrogène, soit installer une batterie. Et c'est comme ça, du point de vue technique et du point de vue économique, qu'on peut avoir un système qui est optimal. Voilà, moi je vois pas d'autres questions. Si, il y en a. Alors, moi je l'ai. Alors en bas, oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui disait, peut-on. Il y a quelqu'un qui parlait, il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure, je l'ai vu, combien de mètres carrés de panneaux faut-il pour alimenter 20 millions d'habitants pour quel coût moyen? Oh là là, d'accord. Alors là, il faudrait faire des calculs de règle de 3. 20 millions d'habitants. Dans ce cas, je pourrais presque. Alors, j'ai plus accès à mon slide, mais j'avais un slide qu'on n'avait pas choisi qui disait qu'il fallait un carré de 300 km par 300 km pour produire toute l'électricité consommée sur la planète. Donc, il faudrait que je fasse un calcul sur un coin de table, mais bon, là, je pense qu'il faut quand même pas mal. Alors, alimenter 20 millions d'habitants, ça dépend aussi si c'est des habitants en Afrique, en France ou aux États-Unis qui n'ont pas la même consommation énergétique. C'est ça. Moi, je pense qu'il manque effectivement, disons, une précision sur le besoin, parce que 20 millions d'habitants ne veut rien dire. Il faut ces 10 millions d'habitants, on voit est-ce qu'ils ont besoin par habitant 1 kWh ou 2 kWh ou 3 kWh, et c'est rapidement variable d'une zone géographie à une autre. Voilà, et l'autre point aussi, c'est que le photovoltaïque ne suffit pas parce que la nuit, les habitants ils continuent à consommer alors qu'on ne produit pas. Donc, il y a une équivalence énergétique, mais on ne pourrait pas faire que du photovoltaïque pour alimenter une ville ou un pays. Ok. Alors, moi, ce que je voulais conseiller, en fait, pour pouvoir répondre à la question d'Abdoulaye qu'il a proposée, c'est de dire, en fait, typiquement, ces genres de questions, pour pouvoir y répondre, il faut suivre donc des modules qui parlent complètement de dimensionnement. Alors, on passe à la question suivante. Je voudrais savoir s'il est possible de connecter des panneaux PV de caractéristiques différentes. Si oui, par rapport au type de branchement, quel problème ça risque de poser? Alors, si on connecte des panneaux PV de caractéristiques différentes, je dirais que lorsqu'on les met en série, il faut que le courant soit le même. Alors, il faut d'abord qu'il soit incliné, orienté pareil. Il faut que le courant dans les modules soit le même. Si c'est des modules différents qui ne produisent pas les mêmes courants, le courant en série va être celui du plus faible. Donc, on se pénalise. Donc, ce n'est pas forcément infaisable, mais c'est quand même pas conseillé. Et ensuite, si on met plusieurs modules en série, il faut que ça soit les mêmes, ou au moins qu'ils produisent le même courant, ce qui n'est pas évident déjà. Et ensuite, lorsqu'on en met un certain nombre en série,
Il faut que si après on met des strings ou des chaînes en parallèle, il faut qu'elles aient la même tension. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi pour avoir la meilleure production possible et travailler au point de puissance maximum. Donc, en fait, lorsqu'on fait un champ photovoltaïque, on prend impérativement le même module, la même référence de module, la même inclinaison, la même orientation, sachant que des fois, il y a quelque chose qui vient perturber la production quand même, indépendamment des modules des uns des autres, c'est les ombrages. Si certains modules sont ombrés et pas d'autres, ils ne vont pas produire la même chose. Et là, ça induit des défauts de fonctionnement et parfois même, ça peut détériorer des modules s'il n'y a pas les composants de protection qui vont avec, notamment ce qu'on appelle les diodes de bypass. Ok, et je pense que même pour peut-être apporter une petite contribution en plus de ce que tu dis qui est complètement vrai, Francis, c'est de dire que comme on va, disons, s'engager sur, disons, des installations dans le temps, il va être intéressant d'avoir, disons, des modules de même technologie qui ont les mêmes référentiels, parce qu'en termes de vieillissement, si vous prenez des modules de taille, de technologies différentes, ou en tout cas d'années différentes, ça peut vous créer, en plus des problèmes donc, de connexion série parallèle sur des points de fonctionnement qu'évoque Francis, mais des problèmes de suivi en termes de durabilité, en termes de durée de vie, et ça aussi c'est quand même très difficile, disons, à gérer. Donc l'idéal c'est d'aller sur de la même technologie et avec même des modules qui ont le même âge pour éviter un peu ces problèmes de durée de vie en fait. Tout à fait. On prend un peu de temps pour 2-3 questions supplémentaires. Parce oui, allez-y. Il y a Oui. une autre question encore. Oui, oui, tout à fait. La faiblesse de l'utilisation de la puissance installée. Alors, qu'est-ce qui explique la faiblesse de l'utilisation de la puissance installée? Je ne comprends pas très bien la question, dans le sens où peut-être que en fonction de la surface de module, on ne produit pas beaucoup. Non, je pense peut-être en fait ce qui, si je parviens si j'essaie de comprendre en fait ce qui est derrière la question, c'est de dire pourquoi on a autant de sonneurs et que on a quand même une puissance installée qui est faible. Pourquoi on ne développe pas? Il n'y a pas beaucoup de projets qui sont développés. Moi, je pense que ça, c'est un peu, je pense que c'est des problèmes qu'on a évoqués qui sont des problèmes liés au marché, des problèmes d'investissement, des problèmes de politique. Hein. Il y a plusieurs, effectivement, paramètres qui rentrent en jeu pour, en fait, améliorer la puissance installée en termes de solaire photovoltaïque. Donc, ça dépend d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Tout dépend de la politique qui est adoptée. Mais, donc, voilà, en fait. Moi, c'est ça qui un peu explique la faiblesse de l'utilisation de la puissance. Ok, et en dessous, il y a marqué quels conseils et recommandations pour des installations des ménages en zone urbaine. Quelles recommandations pour des installations? D'accord. Okay. Bah, aux zones urbaines, est-ce que c'est avec ou sans le réseau électrique? S'il y a le réseau électrique, il y a tout intérêt à utiliser le réseau électrique. Après, si le réseau électrique est intermittent, c'est-à-dire s'il y a des pannes assez régulières, il peut être intéressant pour pallier les pannes de mettre un système avec batterie pour sécuriser les absences de réseau. Et si on a une batterie, là, ça peut être intéressant de mettre un ou quelques modules photovoltaïques qui chargent la batterie et la batterie serait déchargée lorsqu'il y a des coupures secteurs pour fournir de l'électricité pour le frigidaire ou regarder à la télé ou utiliser un ordinateur. Donc là, ça commence à devenir des systèmes, je ne veux pas dire complexes, mais de sécurisation qui permettent de répondre à un besoin. Mais en tous les cas, s'il y a un secteur, ça peut être bien de l'utiliser quand même. C'est souvent là où l'énergie est la moins chère. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à conseils et recommandations. Ensuite, la question d'après, maintenant ça va, je les vois. Donc, 2 panneaux de puissance PV de puissance crête différentes qui subissent une irradiance de 1000 watts par mètre carré peuvent-ils produire la même quantité d'énergie? Alors, sous une irradiance de 1000 watts par mètre carré, 2 panneaux de puissance différentes vont produire forcément des puissances électriques différentes. Ouais. Ça, c'est obligé. Alors après, dans le temps, s'il y a un panneau qui est 2 fois moins puissant, donc puissance crête que l'autre, il faudra 2 fois plus de temps pour qu'il produise la même quantité d'énergie. Pour une même irradiance de 1000 watts ou 500 watts par mètre carré. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si je peux répondre mieux, plus précisément.
à cette question. S'il y a quelque chose à rajouter, sinon Non, c'est bon. Moi, je trouve que passe c'est à la bon. suivante. Peut-on produire des panneaux adaptés aux conditions de l'Afrique pour avoir un meilleur rendement? Je dirais que les panneaux, ils sont pareils moi, pour toute la planète. Là où on peut favoriser le fonctionnement pour l'Afrique, c'est d'améliorer la ventilation des modules photovoltaïques. Dans le sens où nous, en France, on s'amuse à mettre les modules intégrés dans la toiture et ils sont très mal ventilés, donc ils chauffent plus rapidement sous l'effet des rayons du soleil. Si on les met sur un support dans lequel il y a une circulation d'air à l'arrière, ils sont mieux ventilés et même s'ils chauffent, avec la ventilation, ils monteront moins haut en température et donc ils vont produire plus en rendement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Fadel. Oui, en fait, je pense oui, parce que les conditions STC, quand même, restent des conditions qui sont homologuées pour tout le monde. Alors, j'ai envie de comprendre derrière cette question, c'est de dire finalement, comme quand on prend un panneau solaire photovoltaïque en Afrique, s'il fonctionne à partir de 11h, midi, 1h, on va être sur des températures donc, du module autour de 110 degrés. Et ça veut dire qu'il faudrait fabriquer des panneaux dont effectivement donc, le fonctionnement et les conditions esthétiques finalement, on déplacerait la température à 110 degrés. Et je pense que du point de vue technologique, c'est un peu difficile. Après, les mêmes problématiques que nous rencontrons en Afrique sur des climats chauds, c'est les mêmes problématiques qu'on rencontre, disons, sur des climats froids. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces conditions esthétiques de 25 degrés, on est conscient qu'on ne les atteint pas, mais je pense que comme on connaît en fait, ce qui intervient dans ces performances ratio finalement de production des panneaux solaires photovoltaïques, il faut donc tout simplement aider les panneaux au maximum possible à produire, à savoir les mettre dans des conditions, comme l'a dit tout à l'heure Francis, qu'ils ne chauffent pas pour éviter donc l'impact de la température, et puis aller chercher effectivement des endroits où il n'y a pas donc de phénomène de masque. En Afrique, on a un avantage quand même, c'est que nous avons des ressources qui sont énormes. Donc, du point de vue des ressources, on n'est pas quand même très désavantagé. Ce qui fait ce qu'on perd en termes, disons, de fluctuations météorologiques assez rapidement quand vous intégrez en fait sur l'année avec plus de 3000 heures d'ensoleillement, nous gagnons effectivement des productions qui sont très correctes. Maintenant, il faudrait éviter, vraiment surtout éviter dans l'installation de mettre des panneaux solaires photovoltaïques scellés collés surtout sur des toitures comme des toitures donc de métaux qui sont conductrices d'énergie, de température. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait vraiment bannir. Donc, je pense que c'est ça qu'il faudrait peut-être un peu mettre donc, pour pouvoir répondre un peu à cette question de Omar. Très bien, merci Fadel. Et ensuite, il nous reste une question sur quels sont les impacts environnementaux de la production des modules photovoltaïques du nucléaire et quelle comparaison faites-vous? Alors c'est vrai qu'à un endroit j'ai parlé de l'énergie nucléaire, je la comparais surtout du point de vue que le photovoltaïque est disponible que dans la journée et à certains moments. Donc pour nous c'est 1000 heures par an en France, pour vous en Afrique ça serait plutôt de l'ordre de 2000 heures par an, alors que le nucléaire a un taux de disponibilité de 7000 heures par an pour ce qui est des centrales nucléaires. Donc on voit que les centrales nucléaires produisent en permanence. Donc quand on a besoin d'électricité, elles sont toujours là pour y répondre. Peut-être même de façon trop constante. Alors ça, c'était ce que j'avais mis moi dans mon slide en disant avantages et inconvénients l'une de l'autre. Le nucléaire émet peu de CO2. Donc ça, c'est un des avantages du nucléaire, ce qui est pas mal promu chez nous en France, mais par contre, il y a quand même tout ce qui est déchets nucléaires qui ne sont pas toujours pris en compte, en tout cas, on n'en met pas trop en avant. Par contre, il n'y a pas de déchets, une fois que le module est fait, il produit de l'électricité de façon complètement non polluante. Là où il y a une pollution qui concerne les modules photovoltaïques, c'est à leur fabrication, et notamment sur l'utilisation des produits chimiques, mais surtout sur le fait que produire un module photovoltaïque consomme beaucoup d'énergie. D'abord pour la production de silicium, ensuite pour fondre, fabriquer les plaquettes, et puis ensuite, dans une moindre mesure, pour le montage des modules. Donc, l'impact environnemental des modules photovoltaïques, c'est surtout l'énergie consommée pour fabriquer les modules photovoltaïques. Alors ça, actuellement, en Chine, l'énergie électrique est d'origine beaucoup de charbon, donc il y a beaucoup de carbone dans l'énergie de départ, ce
Ce qui fait qu'actuellement, le bilan des modules photovoltaïques est correct parce qu'ils produisent 5 à 10 fois plus que l'énergie qui a été nécessaire pour les produire. Donc ça, c'est très intéressant. Mais il n'est pas nul pour les modules photovoltaïques puisqu'il faut quand même compenser l'énergie qui a été fabriquée, enfin, le bilan énergétique de l'énergie qui a été fabriquée pour faire fabriquer les modules. Si on atteint dans quelques dizaines d'années beaucoup d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de notre électricité, on pourra fabriquer des modules qui n'auront pratiquement pas d'impact écologique. En tout cas pour les émissions de gaz à effet de serre. Okay. Actuellement, ce n'est pas trop le cas parce que mondialement, l'énergie pour produire les modules photovoltaïques est quand même polluante. Donc fabriquer des modules pollue actuellement du fait du mix énergétique. Le jour où on utilisera plus de charbon, mais que des modules, de l'éolien, d'hydroélectricité, là, ça ira nettement mieux. Ok. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. Ah oui, elle vient d'arriver. Alors, Office de régulation d'électricité de Madagascar. Du côté du gestionnaire d'un réseau, son problème, c'est les perturbations dues à la déconnexion subite du PV, passage de gros nuages. Quelles mesures prend-on pour amortir le choc du côté producteur PV et du côté gestionnaire du réseau? D'accord. Alors effectivement, c'est pas facile de répondre à cette question parce que le passage d'un nuage fait qu'en fait, la production d'un champ photovoltaïque peut s'écrouler de 10 MW à 1 MW ou moins en quelques minutes. Ce qui veut dire que d'un autre côté, il faut que sur le réseau électrique, il y ait des moyens de production qui soient capables de démarrer de la même puissance en un temps de quelques minutes. Donc ça dépend du réseau électrique et des moyens de production et de leur rapidité qu'ils ont à pouvoir se connecter au réseau et à répondre aux besoins. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu, enfin, qu'est-ce qui existe comme moyen de production. Est-ce qu'il y a des centrales à gaz qui sont assez rapides pour répondre à ces besoins? Parce que quand le nuage passe, on ne peut rien faire pour ralentir le passage du nuage. On est obligé de subir le delta de puissance de 10 à 1 MW en 1 minute, par exemple. Si le nuage met 1 minute pour couvrir toute la surface du champ photovoltaïque. Au départ du nuage, c'est plus facile parce qu'on peut démarrer progressivement les différents onduleurs. J'ai pas trop de solutions, si ce n'est de bien savoir si sur le réseau électrique, il y a un moyen de production qui permet de compenser. Alors après, ce qui peut exister potentiellement, c'est de prévoir avec la centrale photovoltaïque un parc de batteries qui permet de compenser le delta de puissance dans le temps. Donc ça serait un moyen qui pourrait exister. Et je sais qu'en Corse, par exemple, ils ont aussi une centrale photovoltaïque qui est connectée aussi avec des électrolyseurs qui permettent de charger de l'hydrogène et ensuite de refaire de l'électricité pour lisser les deltas de production. Et là, pour l'instant, ça reste encore des plans d'études, de recherche, et ça reste cher avec de l'hydrogène. Il n'y aurait qu'un parc batterie, je vois, qui permettrait de limiter et de lisser la perte de puissance. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Fadel? En fait, peut-être, c'est juste pour confirmer ce que tu dis en disant que c'est des cas qui sont quand même très difficilement gérables, hein, parce que la ressource, elle est très, très variable. Alors, disons, de plus en plus aussi, les gens travaillent sur ce qu'on appelle la prévision. Parce que aussi, c'est un élément qu'on peut mettre en place. Dans les grandes centrales solaires, de plus en plus, il y a des structures qui proposent en fait des prévisions à courte échéance qui permet à une échéance de 15 minutes ou 10 minutes, 30 minutes d'avoir des informations sur effectivement la perte, disons, de ressources qui se traduit par une perte de puissance et ça permet effectivement aux gestionnaires de réseau de pouvoir anticiper et de pouvoir faire démarrer. Mais c'est complètement un problème qui est là, qui est difficile et c'est ça qui fait que les énergies renouvelables sont difficilement considérables parce que démarrer une centrale, disons, de charbon ou de trucs, c'est pas quelque chose qui se fait à l'instant près et donc le gestionnaire a besoin d'avoir ces informations pour pouvoir mieux un peu gérer donc sa ressource. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là et sur lequel il y a de la recherche qui est faite, mais les solutions
comme vous dites, dans le cadre du Corse avec du stockage, mais aussi les gens travaillent beaucoup sur la prévision. Alors, effectivement, pour rajouter, il existe de la prévision à long terme, moyen terme et très court terme. Et par exemple, à côté de chez nous, il y a une petite société qui développe un capteur sur place qui regarde l'arrivée de nuages et qui s'attend à une diminution. Donc, on peut avoir jusqu'à un quart d'heure à l'avance l'information comme quoi le nuage arrive. Et donc, on peut peut-être, si le réseau le demande, diminuer la production avant l'arrivée du nuage pour lisser le delta. Bon, ça serait un moyen possible à 10 minutes ou un quart d'heure près. C'est ça. Bon, c'est une possibilité que j'avais pas pensé, effectivement, qui existe. Qu'est-ce qu'on fait? On te passe la main, Cécile, pour la conclusion. Donc, on a bien commencé, bien fini, mais on a eu un passage au milieu avec quelques problèmes techniques. Bon, on en est désolé. C'est les joies du direct, on va dire. Hein. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier chaleureusement, Monsieur Fadel Kébé du Centre de test des systèmes solaires du Sénégal et Monsieur Francis Domain de l'Institut national d'énergie solaire pour cette excellente présentation aujourd'hui. Effectivement, les joies du direct sont imprévisibles, mais c'était vraiment très intéressant. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre participation active et fidèle et vos nombreuses questions. Sachez que l'enregistrement et la présentation seront disponibles très prochainement sur le site de l'Alliance solaire internationale, dont vous avez le lien qui apparaît là sur l'écran. Vous l'aurez aussi relayé à la fois par le CT2S et l'INES. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire en français tout début juillet. Nous vous communiquerons les dates à travers une invitation qui vous sera envoyée. Je vous souhaite donc une très très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.